Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis et bon dimanche. Ce matin on va parler gastronomie, on va parler bistronomie, on va parler gastro-bistro, on va parler de la sortie du Guide Lebet qui avait lieu juste cette semaine, mercredi. Le Guide Lebet est consacré entièrement au bistrot et pas que parisien, ça c'est une grande nouveauté. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec moi, Pierre-Yves Chupin. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Vincent. Pierre-Yves, un habitué de cette émission, puisque moi je vous laisse le micro ouvert chaque année pour se régaler à travers vos visites de bistrot. Le Guide Lebet, il a cet ADN bistrot très fort. Ah oui, c'est Claude Lebet qui a cette idée à l'époque, je crois que c'était en 87, de consacrer un guide au seul bistrot. Il faut se souvenir de ce qu'était le bistrot à l'époque. C'était le repère d'Auvergnat. Donc la cuisine, c'était pas une cuisine, c'était un cagibi. Si on cuisinait du poisson, c'était de la morue qu'on laissait sécher. Ça c'était les bistrots portugais, il y en a aussi d'ailleurs. Les Auvergnats savent cuisiner la morue aussi. Oui. Et il a eu cette intuition de se dire que ce bistrot auvergnat, à un moment, il allait devenir un jour la seconde salle à manger des Parisiens, parce que c'est ce qui est devenu le bistrot parisien. C'est-à-dire qu'on y va pour le travail, mais on y va surtout le soir à deux, on y va pour les anniversaires, on y va pour recevoir les beaux-parents, la belle-mère, on y va pour tout, je veux dire, on a tous besoin de ça. On y va pour tout, sauf pour trouver des clous. Bon, alors dites-moi Pierre-Yves Chupin, comment est-ce que vous êtes tombé dedans, vous ? Dans le bistrot ou dans la gastronomie ? Non, dans le Guide Lebet. Dans le Guide Lebet, alors moi, j'ai toujours une fascination pour le travail qu'avait fait Claude Lebet. Donc en ayant l'idée de créer ce guide des bistrots, il a eu d'autres idées aussi. Il a été à l'origine du club des croqueurs de chocolat. Et il a eu aussi une idée formidable qu'on est en train de relever. Il a créé l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Ah oui. Et on a créé un championnat du monde de l'œuf mayo. C'est-à-dire qu'il avait compris que pour que la cuisine, que la restauration, il fallait bien sûr parler des grandes tables, parce que les grandes tables, elles sont indispensables. C'est là où l'enjeu de la formation se fait. Je veux dire, un grand chef, c'est le meilleur formateur qui soit, mais le grand chef, il existe aussi via la formation, et via aussi ces formateurs qui après s'installent dans des bistrots et qui essaiment un peu partout la parole du bien manger. Parce que si on est en France, c'est aussi pour bien manger. Bien sûr. Bien. Alors, comme un grand homme n'est jamais seul, c'est vrai qu'il était l'époux de Martine Joly, Claude Lebet, une autrice de formidables livres de cuisine, et le grand-père de Vincent Breneau, qui aujourd'hui est dans le bureau de la Somme, de cette association de sauvegarde de l'œuf mayo. Alors Vincent, moi ça me fait plaisir, parce que en fin de compte, bien manger, c'est toujours une histoire de famille. C'est-à-dire qu'on mange jamais bien seul. Ça c'est d'accord. Sûr. Il faut être accompagné, et on est bien accompagné avec ses amis, mais aussi avec sa famille. Il faut être reconnaissant de la famille lorsqu'elle vous fait bien manger. Et d'ailleurs, mon père, Jean Ferniaud, était un ami de Claude Lebet. Ils ne sont plus là tous les deux, mais l'esprit perdure à travers vous, Pierre-Yves. Alors, vous avez un pied, certes, dans la bistrologie ou la bistronomie, mais vous avez aussi un pied dans la gastronomie, puisque chaque année, le Guide Lebet rend le Grand Prix de l'excellence, qui est une sorte de concours, enfin, on va dire de Coupe de France des cuisiniers, et pas seulement. Alors, là aussi, il y a une histoire. C'est qu'il y a quelques années, on parlait toujours de Londres comme capitale de la gastronomie en Europe. On parlait aussi du Danemark, de tous ces pays où il y a une gastronomie qui est réelle. Mais quand même, les enquêteurs du Guide Lebet me disaient mais on mange bien aussi à Paris. Donc on a voulu montrer que Paris avait sa dynamique à elle. Oui. Et ces dynamiques, elles s'incarnaient et elles s'incarnent toujours. Et on peut s'en réjouir avec de jeunes chefs qui s'installent et qui ont des idées formidables. Donc chaque année, on remet le prix de la meilleure entrée, le prix du meilleur poisson, et toujours avec une sélection qui est faite à partir de jeunes chefs qui sont installés dans l'année ou depuis quelques années. On a même le prix de la première installation. Mais attendez, je vous arrête, parce que en fait, on pourrait se dire que vous jugez dans les restaurants, mais là, pas du tout. On leur demande en fait de venir concourir au même endroit avec à peu près les mêmes armes. Alors, ça se fait en deux fois. On fait une présélection. La présélection, elle se fait par rapport à ce qu'on a dégusté dans le restaurant. Bien sûr. Et on se dit, ce jeune chef, il a un vrai talent, et notamment
cuire le poisson comme ça, je pense que il faut en savoir un peu plus. Donc après, on les convoque à Ferrandi, donc la grande école française de gastronomie. Vous savez comment on l'appelle à l'étranger? Non, dites-moi. On l'appelle le Harvard de la gastronomie. Mais non. Mais si, mais cocorico, Vincent. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est une très belle école parisienne, effectivement. Et donc, on convoque les chefs et par catégorie. Donc, il y a 2 chefs par catégorie. Il y a 2 chefs qui viennent, par exemple, traiter du poisson. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Mais celui qui a perdu, pour être déjà à ce niveau, c'est que c'est déjà très bon. D'accord. Alors, j'avais la chance d'être dans le jury, donc je fais pas semblant d'être étonné de la qualité de ce qu'on trouve dans le concours. Vous pouvez nous donner quelques highlights de ce... Est-ce qu'on peut dire highlights à la radio française? Je ne sais pas. En tout cas, votre sélection des chefs, des établissements qui ont brillé lors de ce concours d'excellence. Alors, il y en a un qui me tient au cœur, c'est le Lebet de la meilleure entrée. C'est le chef qui s'appelle Clément Verja, au restaurant Tracé. Ah oui. Cuisine très personnelle. Très personnelle, qui a fait notamment une langoustine crue. La langoustine crue, on imagine que ça va coller, ça va coller aux dents. Alors que là, il avait un travail, notamment en utilisant de la vapeur d'algues, donc pour apporter ce qu'il fallait en termes de température. En plus, la langoustine crue, il l'avait servi entouré d'un petit voile de lard de Colonnata. Ah, c'était formidable. C'était d'une gourmandise, c'était très beau en plus, très précis, très beau. Un travail, en plus une véritable originalité. Je crois que c'est ce qu'on attend aussi d'un jeune chef, c'est qu'il puisse dans son imaginaire, qu'il ne duplique pas une recette qu'on a pu déjà voir chez d'autres chefs. Donc lui, il y a un travail extraordinaire. Rappelez-nous son nom, parce qu'il est voué à un grand avenir. Clément Verja, le restaurant Tracé. À Paris. Je recommande vivement. On a eu aussi... un plat végétarien, je pense que c'est important de parler des plats végétariens. C'était pas une raviole de carottes? Une raviole ouverte de carottes. Donc la carotte, bêtement la carotte, j'ai envie de dire. Mais la carotte, quand elle est travaillée, quand elle est bien travaillée, elle peut devenir une étape indispensable d'un repas. C'est un jeune chef qui s'appelle Jules Recoquillon, ça s'appelle Source, c'est dans le 6e à Paris. C'est le quartier latin. Oui, puis en plus, lui, c'est un vrai gastronome, c'est-à-dire qu'il a bon appétit à table, il aime bien manger, il aime bien cuisiner, il défend son patrimoine, notre patrimoine avec fierté, tout en sachant qu'il sait créer un plat végétarien, et ça, je l'en remercie déjà. Un petit coup de projecteur sur un des desserts, parce qu'il y en a eu plusieurs en fait à déguster. Oui. Alors pour vous dire aussi que ce qui importe beaucoup pour moi, c'est que cette jeune génération elle est très ouverte. C'est-à-dire qu'elle est très ouverte d'abord comme la raviole, par son profil. Il y a des jeunes chefs, on a beaucoup de jeunes chefs japonais. Et là on avait en dessert, on avait une jeune italienne, qui s'appelle Aurora Storari. Elle est chef pâtissière dans un restaurant qui vient d'ouvrir, Hémicycle, juste à côté de l'Assemblée nationale à Paris. Alors, elle avait travaillé un fruit qu'on ne travaille pas tant que cela, en fin de compte, la prune. La prune sur différentes formes. Et c'était gourmand, c'était beau, c'était... la prune, moi déjà la prune, elle me fascine parce qu'il y a une certaine acidité. Donc après, cette jeune chef italienne, elle avait sublimé cette acidité. Parce qu'après un repas un peu copieux, le dessert, faut pas qu'il s'écroule. Voire même un peu gras. Oui. Parce que nous, on aime bien le gras, mais il faudrait être réveillé. Donc il faut que le dessert, il revendique aussi son territoire. Et là, la prune, un petit peu travaillée sur son acidité. Très, très beau, très beau travail. Hémicycle à Paris. Retenez cette adresse, ça vient d'ouvrir. J'en profite pour dire que vous étiez évidemment accompagné dans ce bel effort par votre camarade et collègue Thierry Dessauve, pour le guide Béthane Dessauve, qui s'occupe des vins pendant ce temps-là, évidemment, avec beaucoup de partenaires. Ah oui, parce qu'en plus, on remet le prix de la meilleure carte des vins. Et la carte des vins, on était heureux cette année de la remettre autant à Paris qu'en dehors de Paris. On peut citer les noms ou pas? Oui, allez-y. Un jeune chef qui vient de s'installer, l'Aube aussi à Paris, Thibaut Nizar, une sublime carte des vins, dans un registre différent. Alors là, c'est toute une famille. C'est la famille Julien, la Beaugravière, c'est dans la vallée du Rhône. Ah bah on connaît bien le spécialiste de la truffe. Une institution, et là,
une cave qui est presque un musée. De Côte-du-Rhône merveilleuse. Qui est presque un musée. C'est-à-dire qu'on y va, on s'agenouille devant chaque bouteille. C'est un peu la cave de la Tour d'Argent à Donzère-Mondragon, enfin, juste à côté. Voilà. On voit que Vincent, vous le connaissez, votre carte. On a été manger de la truffe là-bas depuis mon enfance. Merci. Alors, on va se retrouver dans une minute avec les lauréats. En revanche, là, de votre guide Lebet, là, on parle de bistrot et de... J'aime bien bistronomie parce que c'est le top du bistrot. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours en compagnie de Pierre-Yves Chupin, le patron du guide Lebet. Le guide Lebet qui s'occupe un peu des bistrots, enfin pas un peu, carrément toute l'année d'ailleurs. Je me dis toujours comment est-ce qu'il garde la ligne, Pierre-Yves, alors qu'il est tous les jours dans les bistrots, les meilleurs bistrots, parce qu'il choisit pas les plus mauvais, hein, ça je peux vous le dire. Pierre-Yves, on va parler de ce palmarès que vous avez rendu mercredi dernier dans un restaurant du 17e arrondissement à Paris qui s'appelle Janine. Janine. Si vous cherchez sur Google, vous ne trompez pas dans l'orthographe. Il ne faut pas se tromper parce que Thibaut Sizun, le propriétaire, Janine, c'était sa grand-mère. Et vous savez, dans les restaurants, chez les chefs, la grand-mère, elle a souvent sa place. Hein, et on ne rit pas avec la grand-mère. Mmh. Alors, quel type de resto est-ce ? Alors là, c'est une cuisine, moi c'est la cuisine de marché, c'est-à-dire que en fonction des saisons, mais il y a des plats qu'il aurait du mal aujourd'hui à enlever. Il travaille notamment le lapin. Le lapin, c'est formidable. Ah, c'est chouette. Et c'est un peu en déshérence, il faut bien le reconnaître. C'est un peu en déshérence, on ne comprend pas pourquoi. Je veux dire, en termes de diététique, il n'y a pas mieux que le lapin, il y a très peu de gras. En termes de le coût, c'est une viande blanche qui reste accessible. Et en plus, c'est une viande, mais qui est le point de départ de plein de recettes. Vous pouvez y ajouter du légume, vous pouvez rajouter, ou pourquoi pas des fruits aussi. C'est un point de départ pour le sucré salé formidable. Vous avez le nord de la France qui est formidable avec son pot de chaufflèche. Vous avez le sud de la France qui le cuisine tout aussi bien. Donc je veux dire, c'est un plat qui fédère tout le monde et on ne sait pas pourquoi le lapin est de plus en plus absent des cartes. On le sait, moi je sais que les anglo-saxons c'est tellement associé à Pâques, c'est comme un petit personnage de Pâques et ils ne veulent pas manger le lapin et donc les anglo-saxons ont un peu le diktat sur nos menus français. C'est dommage, retourner au lapin une viande de qualité parce que vous savez, on dit souvent le poulet mange n'importe quoi ce qu'on lui donne alors que le lapin, si c'est pas de la qualité, il en veut pas. Donc ça veut dire qu'un lapin il est au moins de bonne qualité. Alors on va descendre dans le sud puisque vous parliez à l'instant de la cuisine du sud. Il y a une grande nouveauté cette année, Pierre-Yves, c'est que le Lebet a passé les frontières du périphérique. Oui, mesdames et messieurs, vous qui êtes des habitués du guide Lebet, eh bien, il s'occupe enfin d'aller en région. Et alors là, pas tout près, hein, Pierre-Yves. Alors, c'est pas une décision commerciale où un directeur marketing vient vous voir et vient vous dire mon petit gars, faut que tu ailles un peu en dehors de Paris. Ouais. C'est un coup de cœur, mais un coup de cœur total à Nice. Ça s'appelle Davia. Tiens donc. Un chef, Pierre Altobelli, qui est passé par les plus grands, Jacques Maximin notamment, pour lequel moi j'ai une admiration sans borne. Là aussi, il y a la mère, il y a la grand-mère qui s'appelait Davia, donc on comprend maintenant pourquoi le bistrot s'appelle Davia. Et c'est un chef qui est comme on aimerait en voir plus souvent, en rencontrer plus souvent, qui fait lui-même authentique, qui fait lui-même son marché et qui est rigoureux, le plus rigoureux qui soit dans le choix du produit, mais aussi dans ses assaisonnements. Il a beau être rigoureux, dans l'assiette, c'est au contraire, c'est la fête. C'est la fête, c'est généreux, non mais faut y aller. Il est là, il est face à vous. On a la chance d'avoir Pierre Altobelli avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bon alors, je vais pas faire semblant de pas connaître parce que figurez-vous, vous le citiez à l'instant, on salue au passage Jacques Maximin, l'immense chef de la cuisine de la Côte d'Azur et de la Riviera, et c'est lui qui m'a emmené la première fois chez Davia. Pierre, c'était il y a pas si longtemps, il y a moins d'un an. Oui. J'en rêvais en fait de venir chez vous parce que chaque fois qu'on voit des assiettes en photo, en vidéo ou simplement vantées par ceux qui y sont passés, c'est un enchantement, je vous le dis. Merci. Regardez, il est tout gêné. Je connais en plus, il est super modeste. C'est intimide. Pierre, c'est quoi la recette pour arriver à être aussi vrai et en vivre quand même? Il faut être passionné. Oui, vaut mieux. Il faut être passionné, aimer ce qu'on fait. Je pense qu'il faut aussi
Pour moi, aller au marché, aller à San Remo, Vintimille, pendant mes jours de congé. Vous voulez dire que vous bossez 18 heures par jour et quand vous avez du congé, vous allez au marché? Ben oui, mais pour moi, c'est aussi c'est un beau moment. Ça permet de réunir travail et détente, prendre un café, partager avec les paysans ou les maraîchers, il y en a pas mal dans le coin. Oui, ou les barques, les retours de pêche. Ah ouais, bien sûr. Ça permet ensuite de faire un petit tour au petit à San Remo, de revenir. Ça a été une belle journée. Et puis le lendemain, on a tout ce qu'il faut pour bien commencer la journée en cuisine. On va casser tout de suite un mythe qui a la dent dure, qu'il n'y a plus de poissons en Méditerranée. Parce que vous me parlez des barques de retour de pêche, tout le monde dit oui, sur la Côte d'Azur, on achète son poisson en Atlantique et dans la Manche, quoi. Alors oui, on m'a dit ça il y a peu de temps. Non, à Vintimille, je trouve mes anchois qui sont si chers à la Ligure. Je trouve toujours ma morue. Elle vient du Portugal. Bien sûr. Les sardines, c'est vrai qu'on fait des pieds et des mains, mais on arrive à les avoir. Anchois, sardines, morue. Poutine un peu. La poutine, parfois, cette année, on n'a pas réussi. Non. Alors il faut dire ce que c'est que la poutine. C'est l'alevin de sardines, en fait, et d'anchois. D'anchois, oui. Oui, ils ont changé les règles sur la maille des filets. C'est vrai que maintenant, ça commence vraiment à devenir difficile. Et quand on en trouve, ça atteint des prix exorbitants. C'est-à-dire que... Bien sûr. Bien sûr, un peu comme les angoulas, là, les fameuses pibales du côté du sud-ouest. Pierre Altobelli, moi je veux qu'on parle de votre cuisine, parce que pour ceux qui sont, on va dire, au-dessus de la Loire, ça paraît étonnant, mais il y a une cuisine azuréenne, on va dire depuis Marseille jusqu'aux portes des Alpes-Maritimes, et il y a une cuisine niçoise. On dirait d'ailleurs une cuisine d'Issart. Oui. Elle est différente. C'est un peu ce qu'on appelait le comté de Nice à l'époque où Jacques Médecin a sorti son livre de cuisine. C'est une cuisine particulière attachée à la ville et aux alentours. Oui, parce que je pense que dans le passé, elle a quand même réuni aussi la Ligure et le Piémont. Mais cette Ligurie, cet arc ligure qui est toute la côte et l'arrière-pays, il vous nourrit encore. C'est-à-dire que au fond, la frontière est plus avec les autres régions de France qu'avec l'Italie proche. Oui, puis à Nice, il y a ces montagnes derrière qui rapportent une humidité. Et une fraîcheur. Une rosée le matin. Je crois que ça change tout sur le côté fruité de l'huile d'olive, la courgette, la fleur de courgette. C'est des sols qui sont moins secs que dans le Var. Ça donne une cuisine, je pense, un peu plus riche en... Alors, il faut me dire quoi? En goût. Parce que ceux qui nous écoutent se disent, mais c'est quoi? Alors, parlez-moi de vos plats emblématiques, j'ai envie de dire. Ce que les habitués viennent chercher, simplement, parce que c'est pas les touristes qu'on trouve chez Davia. C'est d'abord les gens du quartier, de la ville. C'est vraiment un rendez-vous des locaux. Les locaux, ils aiment venir manger les anchois. Les petits anchois frais avec les poivrons rôtis à l'ail. Et voilà, tout simplement, mais ça nous va, c'est un peu vos antipastilles niçois. La ratatouille. Ah oui. La ratatouille, bien sûr, qui, à force du temps maintenant, s'assimile aussi presque à une caponata. Très gourmande, mielleuse, beaucoup d'épices. Oui, c'est-à-dire que vous laissez réduire pour pas qu'il y ait trop d'eau dedans, parce que ça rend de l'eau, les courgettes, par exemple. Voilà, elle cuit au four 2-3 jours à basse température. Confit, quoi, presque. C'est ça. La ratatouille, les pâtes au pistou, bien sûr. Et le soir, l'adobe. L'adobe qui se veut, généreuse. Oui, mais je crois que la générosité... Réconfortante, roborative, ce qu'on attend de la bonne cuisine de bistrot. Pierre-Yves, quand on parle de cette daube réconfortant, j'aime bien, parce que ça veut dire qu'on arrive, on est mal, on repart, on est bien. Oui, puis on la réchauffe, puis il y a...
Oui, allez-y. On la réchauffe, puis il y a l'ami qui arrive, avec une daube, il y a toujours de la place pour l'invité inattendu, ou les deux invités inattendus. Je veux dire, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on revient au plaisir de la table. C'est-à-dire qu'il y a ce plat qui est au centre de la table, et puis on prend une fois, on se resserre, peut-être une deuxième fois, une troisième fois, et puis surtout si Pierre est là, et qu'il pousse le coude. Hein. Oui, elle est bonne quand elle se mange à la cuillère, qu'elle est crémeuse, tendre, fondante. Et alors, s'il en reste, on fait les raviolis de daube. Et s'il en reste, on fait les raviolis de daube. Alors, on fait pas ça. On fait les raviolis de daube. Oui, c'est ça. Mais c'est pas avec le reste de la daube. Non, mais ça, c'est à la maison. Ça, normalement, c'est la tradition. C'est la tradition. Le lendemain de la daube, on faisait les raviolis. Vous êtes obligé d'en faire tous les jours. On utilise une autre partie des morceaux de la daube pour faire les raviolis. De façon à que Mais effectivement, la tradition veut que le lendemain, on fasse les raviolis avec le reste de daube. Alors, chez Davia, il y a aussi quelque chose d'emblématique, c'est un certain dessert qui est presque une montagne. Un panettone. La tarte aux pommes. Oui, bien sûr, cette tarte aux pommes qui... N'oublions pas qu'on est dans les Alpes-Maritimes. La montagne tombe dans la mer, et là, c'est une montagne de pommes qui vous tombe dans l'assiette. Ouais, il y a entre 16 et 17 pommes superposées en fines lamelles sur un entremets de moins de 24. C'est 24 cm, le moule, vous voulez dire? Ça, c'est absolument extraordinaire, parce que quand vous disiez, Pierre-Yves, générosité, je crois que c'est la marque, en définitive, du bistrot par rapport au resto, parfois, qui sert des portions un petit peu étriquées, où on sort en ayant faim. Le bistrot, il se doit d'être généreux. Oui, bien sûr. Ça va de pair avec cette cuisine-là, que c'est une cuisine qui se fait tous les jours. Donc tous les jours, on a besoin de se nourrir. On va au bistrot parce qu'on a besoin de se nourrir. Sauf que nous, on est un peu pas plus coquin, c'est-à-dire qu'on a envie de se nourrir avec plaisir. Bah donc, oui, c'est ce qui fait qu'on y va et qu'on y retourne au bistrot. Bon, moi je remercie encore Jacques Maximin d'avoir fait la promotion. Il a été vraiment un de vos promoteurs acharnés chez Davia à Nice. Et bravo Pierre Altobelli d'avoir été identifié dans ce palmarès comme étant le resto hors Paris, hors région parisienne dont on parle cette année. Merci. Voilà. Allez mes amis, on se retrouve dans une minute. On va remonter. On était au bord de la Méditerranée. On va remonter au bord de la Seine. On est beaucoup plus proche de nos studios ce matin parce que je vais vous faire une révélation qui va vous laisser quoi? Vous allez voir. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Avec vous ce matin, on fait le tour de France des bistrots. C'est le palmarès du Guide Lebet qui vient de sortir. Et avec Pierre Altobelli à l'instant qui nous parlait de sa cuisine nissarde. Car oui, à Nice, figurez-vous qu'il y a une cuisine qui est propre à la ville et aux alentours. Si vous l'avez raté, c'est dommage pour vous, mais vous retrouverez ça en podcast sur sudradio.fr. Et on remonte du côté de Paris, qui est quand même Pierre-Yves Chupin, l'essence même et l'ADN du Guide Lebet, qui était à l'origine très parisien. Ah oui, nos adresses sont d'abord parisiennes, mais allez, on va le dire, mais nos amis parisiens, ils quittent Paris, et donc on les accompagne, et on les accompagne dans les endroits qu'on choisit nous, parce qu'il y a de plus en plus de belles adresses en France. Faut en être conscient, je veux dire, et les belles adresses, elles sont dans les villes, mais elles sont aussi de plus en plus au bout du bout de la vallée. Donc, faut prendre le temps d'aller au bout du bout de la vallée. Sauf qu'au bout du bout de la vallée, parfois, il y a de vrais petits paradis. Et puis, il faut dire que aussi les chefs parisiens sont souvent des régionaux qui viennent montrer leur art culinaire ici même, et notamment dans les bistrots, parce qu'il y a une vraie tradition des bistrots. Alors, autre nouveauté, vous avez franchi le périphérique, pas seulement la grande ceinture, mais le périphérique, puisque cette année, il y a 2 prix. On parlait tout à l'heure du restaurant Janine, dans le 17e arrondissement. Ça, c'était pour Paris. Mais vous avez sauté le pas dans la petite couronne, à Boulogne-Billancourt, à quelques mètres de nos studios. Et on a avec nous la chef du restaurant Bonnotte. Bonjour Manon. Vincent. Alors, vous avez été surprise d'obtenir cette distinction? Oui, j'ai été surprise et j'y croyais pas trop au début.
Mais donc j'étais très fière d'avoir cette distinction, surtout qu'effectivement c'est la première année que le guide Lebet passe le périph', donc c'était assez chouette. Hein, c'est chouette pour nous Boulonnais d'adoption ou Boulonnais professionnels, et parce que à côté de vous un camarade, parce que vous connaissez bien, il faut dire que Boulogne c'est quand même pas aussi grand que New York, et un autre fameux bistrot boulonnais, enfin je dis boulonnais, Boulogne-Billancourt, attention, on n'est pas à Boulogne-sur-Mer, c'est Émile Cotte avec Bacave, le bistrot. Bonjour Émile. Bonjour à tous. Alors vous êtes Limousin et vous le clamez haut et fort, hein. Limousin, tout à fait. On est éleveur de volaille et foie gras dans le Limousin. Ouais. On était soit paysans, soit cuisiniers dans la famille. Ouais. Donc très content de mettre nos produits en avant et cette belle région. Alors, quand on dit Limousin, on pense aux viandes. On va en parler dans un instant, évidemment, parce que la viande limousine, c'est une merveille. Et vous, Manon, vous êtes une sudiste. Vous êtes des Alpes de Haute-Provence à l'origine. Moi, je suis née à Paris, mais c'est vrai que mes parents sont plutôt d'origine du sud de la France, voilà. Donc j'ai cette influence. Corse et Provence. Exactement. Ouais, j'ai l'influence du sud-est. Ouais, largement alpine et méditerranéenne, on peut le dire. Et ça se ressent dans les cuisines. Alors, Pierre-Yves, puisque vous avez distingué Bonnotte à Boulogne, parlez-nous un petit peu de ce bistrot. Alors moi c'était un bistrot qui me tient au cœur, d'abord parce qu'il est au cœur de Boulogne-Billancourt. Donc moi j'aime beaucoup l'idée qu'on situe aussi le centre d'une ville, d'une commune, d'un village par son restaurant, son bistrot en l'occurrence. Donc c'est vraiment au cœur du village, c'est là où tout se passe, c'est là où surtout... moi, j'ai découvert une cuisine qui me passionne parce que c'est une cuisine où, bien sûr, le végétal est important, mais c'est une cuisine aussi et alors ça, c'est ce qui m'intéresse dans cette nouvelle génération. La nouvelle génération s'intéresse à notre patrimoine. Elle ne l'a pas oublié, au contraire, elle en est curieuse, elle en demande. Donc, j'ai pu découvrir un lièvre à la royale qui était mémorable, mais aussi des feuilletages qui sont extraordinaires. Il y a toute une... Des feuilletages pour des vols au vent, par exemple. Le vol au vent est notamment remarquable. Et le dessert, allez, parlons du dessert aussi, le soufflé au chocolat. Moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas prendre ce soufflé au chocolat quand j'y vais, parce qu'il est incontournable de la maison, même si les autres desserts sont réussis. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est tout ce patrimoine que cette nouvelle génération se réapproprie, en redemande. Ils se le réapproprient avec leurs idées, avec leur façon de cuisiner, qui est plus légère. Et je suis le premier à m'en réjouir, avec parfois des apports en termes d'herbes, en termes d'aromates, d'épices qui sont souvent bienvenus. Et dosés. Mais je crois qu'il faut aussi être conscient qu'il y a cette nécessité qu'on a tous aujourd'hui de privilégier la proximité, le produit de proximité. Et c'est le produit de proximité, il invite aussi à retravailler des recettes de proximité, des recettes traditionnelles. Donc c'est tout ce patrimoine qui est en train d'être... Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que nous, un peu plus vieux, on a la chance d'avoir cette nouvelle génération qui nous fait redécouvrir ce qu'on avait un peu trop vite oublié. Alors, ce qui est intéressant, Manon, vous avez été élève de l'école Ferrandi, dont on parlait tout à l'heure, ce fameux Harvard de la cuisine. Vous le sentez comme ça ? Alors, moi, je pense que j'ai surtout appris à la cuisine avec ma grand-mère, ma maman. Ouais. Quand on parlait de nourrir les gens, des bistrots, etc., on y va pour se nourrir. Mais moi, en fait, à la base, mes mentors à moi, c'est la elle. Famille, quoi. Voilà. Et donc moi, quand je cuisine tous les jours, je cuisine en fait dans le souci de nourrir les autres. Et en fait, justement, la notion de légèreté, elle a toujours sa place. La notion de variété aussi, et surtout la notion de budget, de saisonnalité, de météo. Moi, je regarde la météo tous les matins en disant est-ce que je fais une soupe ou pas ? Parce qu'en fait, quand il fait beau, la soupe, voilà. Ou alors une soupe froide. Voilà, mais bon, c'est vrai que quand il fait très froid, je me dis là, aujourd'hui, il faut vraiment faire une soupe. Voilà. Faut les réchauffer de l'intérieur, ces pauvres Parisiens, ces pauvres Boulonnais. Et c'est comme ça, moi, que j'ai appris et que je suis arrivée là-dedans. Et que de ce fait, aujourd'hui, moi, j'ai ce souci-là, vraiment. Et puis après, effectivement, j'ai intégré l'école Ferrandi. Et puis, j'ai rencontré... mes mentors, notamment Éric Trochon, avec qui j'ai travaillé très longtemps. Ça, c'est un sacré chef, ça. C'est vrai. Je dirais que c'est presque une encyclopédie. C'est un peu de la trempe des Maximin dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces chefs qui savent tout faire et qui savent tellement le transmettre surtout.
Oui, et surtout qui ont une humilité et un souci du jusqu'au boutisme qui est vraiment admirable, dans le sens où moi c'est ça que j'ai appris surtout avec le chef, c'est-à-dire en fait je veux bien que tu fasses cette version, mais il faut que ça soit parfait. Il n'y avait pas Éric Robert à votre époque aussi? Si, je l'ai vu ce week-end d'ailleurs. Ah ouais, parce que lui aussi. C'était mon chef à Ferrandi, ouais. Oui, le chef Robert, pareil. Une grande encyclopédie lui tout seul. Et voilà, c'est vrai que il y a ce souci de la sensibilité aussi, et on en parlait justement mercredi, de cette sensation en fait. Toujours avoir le souci de la sensation, de l'ambiance, de l'atmosphère, et que tout s'emboîte parfaitement. Et c'est ça. L'harmonie, quoi. Voilà, l'harmonie, exactement. Je pense que c'est ça qui fait aussi un lieu agréable à vivre et dans lequel on a envie de retourner. Oui, parce que les restaurants où on passe qu'une fois, ça c'est bon pour les touristes sur le littoral souvent. Des restaurants comme les vôtres, c'est des endroits où on a envie de venir se lever un petit peu dans des plats confortables. Émile Cotte, vous, c'est quoi votre parcours très simple, je suis l'école hôtelière de Souillac. Ah bah oui, là ça cause tout de suite, ça cause canard là. Voilà, en plein cœur c'était la Dordogne et Périgord, les premiers stages en Dordogne et en Périgord, et monté à Paris pour les premiers stages au Pré-Cattelan. Pré-Cattelan où je vais rester 4 ans avec Frédéric Canton. Bah déjà, parce que ça fait un bout de temps qu'il y est maintenant. Où il avait une étoile en 99, puis 2, puis 3, puis devenu MOF. On a suivi toutes ces étapes-là, pendant 4 ans. Le Taïwan, 4 ans également, sous-chef d'Alain Soliveres. Guy Savoie, également. Et puis, je me suis installé dans l'ancien Apicius, au restaurant Meeting, où on avait eu un bib gourmand à l'époque, où j'ai pris goût à l'entrepreneuriat. Et j'avais été rappelé par la famille Gardinier pour l'ouverture des 110 Taïwan. Les 110 Taïwan, ça a duré 10 ans à Paris, puis à Londres, et puis Drouan. Et j'avais jamais perdu cette envie d'entreprendre et de revenir chez moi. Ah oui. Parce que c'était pas votre intention au début d'être indépendant, si vous l'aviez déjà au cœur ? C'était déjà mon intention, mais avec des moyens financiers modestes. Oui, bien sûr. C'est parfois compliqué. Et puis dans des belles maisons où on s'embourgeoise peut-être facilement et on réfléchit à 2 fois avant de quitter une belle place. C'est ça. Et où on gagne correctement sa vie sans prendre de risques. C'est ça aussi, parce que être indépendant, être son propre propriétaire. C'est différent. C'est une expérience différente. On dort moins bien. J'ai eu ma première acquisition dans le 5e, un tout petit bistrot de quartier qui fait 30 couverts et qui est vite devenu trop petit. Et grâce à Jean Chauvel d'ailleurs, j'avais été visiter ce bistrot un soir où je dînais chez lui. Et 2 ans après, il me rappelle pour me proposer de lui reprendre son bistrot à Boulogne. Et il vous a facilité un petit peu l'accession, on peut dire. Et il m'a présenté aux banques et la première réussite, mon premier livre, la première réussite de Paris, j'ai toujours pas un rond, mais c'est surtout les banques qui m'ont suivi. Voilà. Bah oui, mais parce que vous savez cuisiner. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner. La capacité des banquiers, quand ils font leur métier, à suivre le talent des chefs et des restaurateurs, de miser un petit peu sur le succès. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert chez Bonne Hôte ? Eh bien, 1 an aujourd'hui. C'est fou, ça a été vite quand même. Ouais, c'est vrai. Ça fait déjà 1 an, donc on est très heureux. J'espère. Combien de couverts ? 55. 55 couverts, oui, c'est bien. Et vous, à Boulogne, parce que on a la chance, vous êtes plus grand que ça, vous, on a la chance d'avoir un très joli lieu où on fait 120-150 couverts par jour, et c'est autour des produits de la ferme familiale, des produits du Limousin. Et ce que j'aime à retravailler, c'est tous les plats qu'on nous a transmis. On parlait du vol au vent tout à l'heure. C'est un de nos plats emblématiques également. Le lièvre à la royale en saison, parfait. Le merlan Colbert, tous les plats du CAP, la blanquette, la joue de bœuf carotte. Tous les plats du CAP, j'adore. Ça sent le classicisme bon teint. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut s'excuser de faire une côte de veau avec une purée. C'est ce que j'aime retrouver moi dans les bistrots. Je crois au bistrot et en l'hyperluxe, mais le milieu de gamme, je n'y crois plus trop. Bon, les amis, quels que soient vos goûts, je suis sûr que ce qui suit va vous plaire. On se retrouve dans 1 minute pour parler vraiment cuisine. On va plonger dans la cocotte avec Manon et Émile pour se parler un petit peu cuisine. Parce que là, le déjeuner approche, et le déjeuner du dimanche, Dieu sait que c'est important. Il faut se donner faim, si c'est pas déjà fait. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, on est dimanche, le déjeuner approche, la faim se fait jour et je peux vous dire un truc, des restaurants étoilés, même multi-étoilés, il y en a dans le monde entier, mais les bistrots, c'est vraiment chez nous en France et qu'est-ce qu'on les aime. C'est là qu'on se régale. Moi, je le dis, je me régale dans les bistrots. Parfois, dans les restaurants gastronomiques, on fait des expériences. Parfois, on va découvrir des choses étonnantes, etc. Mais juste pour se régaler, juste pour la gourmandise, les bistrots sont là. Et ce matin, on est avec Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Lebec, qui nous présente un petit peu ses chouchous de l'année. Ça tombe bien, à 2 pas du studio de Sud Radio, à Boulogne-Billancourt, eh bien, dans le 92, il y a 2 bistrotiers, 2 chefs ce matin, Manon et Émile. Le restaurant, c'est Bonnotte et Bacave. DB, hein, Bacave, Bonnotte. Alors, chez Bonnotte, aujourd'hui, on trouve la cuisine de saison, mais c'est carrément la cuisine du jour. D'ailleurs, quelle est l'importance du menu du jour par rapport à la carte chez vous ? Alors nous, l'importance du menu du jour, c'est justement la récurrence de nos clients. Ouais. Justement, ce qu'ils aiment chez nous, c'est qu'ils passent la porte et qu'ils se disent toujours qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais, c'est comme on rentrera à la maison. Il y a quoi, maman ? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? C'est exactement ça. On peut venir 3 jours de suite, ça ne sera pas du tout la même chose. Et je pense que c'est ça qu'ils aiment vraiment aujourd'hui. Parfois, il y a des suggestions sur des produits qu'on aura trouvés le soir pour le lendemain. Et on leur suggère, ils se laissent porter, ils sont très heureux. Et justement, ça leur permet aussi d'avoir comme un petit semblant de maison sur leur pause de C'est ça. Ah bah oui, c'est bien. Surtout que, il faut le dire, hein, tout à l'heure, Pierre-Yves Chupin parlait du village de Boulogne-Billancourt. Faut savoir que c'est un gros village quand même. On est chez vous entre Roland-Garros et le Parc des Princes, hein, pour faire simple. Hein, ça parle à tous les Français. Ils voient à peu près où c'est. Il faut savoir que beaucoup de médias sont là. Hein, les chaînes de télé, les stations de radio, c'est l'Ouest parisien. Et donc Boulogne est très visité. C'est un lieu de passage également. C'est important hein, quand on s'installe, puisque vous êtes installé aussi il y a peu, Émile Cotte. C'est important de dire c'est quoi la clientèle, la belle clientèle du coin. Bah c'est simple, nous sur l'axe, j'en parlais avec le maire, il y a 15 jours, il passe 50 000 voitures devant c'est la sortie du métro Billancourt, 50 000 voitures sortent sur cet axe-là. Rien que ça. Rien que ça. Donc et la N118 en point de mire, c'est la sortie de l'autoroute, c'est la sortie de l'autoroute, ça arrive sur cet axe-là et ça nous donne une visibilité qui est juste énorme. Et à exploiter, bien entendu, c'est à 2 pas on peut parler du triangle d'or entre Bonnotte, Bacave et la porte Saint-Cloud. Hein. C'est ça. Et ben voilà, comme ça on est heureux. Hein. Et il y a aussi le copain Jean-Pierre Vigato qui est au bord du 16e. À la porte Saint-Cloud, chez Disciples. Oui. Il y a du beau bistrot dans le coin, hein, on peut le dire. Alors, Manon Negretti, dites-moi, on parlait tout à l'heure de vol au vent. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans votre vol au vent ? Ça change de jour en jour ? Moi, je fais pas de vol au vent. Ah, vous faites pas de vol au vent quand on parlait de feuilletage. Ah bon, non, alors on fait des pitiviers. On fait des pitiviers. Ah, des pitiviers. Donc c'est en fait une sorte de galette épaisse avec une farce. C'est ça, et c'est surtout du gibier essentiellement. Ah ouais. Donc en fonction des oiseaux qu'on trouve. Donc du colvert, des faisans. Ah ça c'est les colériques Briffard, hein. Moi je me souviens de pitivier, de gibier. Bah, c'est ça, parce qu'on s'est rencontrés avec mon mari au Georges V. Donc, voilà, c'est ça. Vous voyez, on en garde toujours quelque chose hein, quand même. Tout à fait. Hein. Et c'est vrai qu'il a marqué par ses pitiviers de gibier. Bah c'est bien de reprendre parce que on peut se dire tiens c'est un plat qu'on trouverait vraiment dans du restaurant super étoilé. C'est bien de l'avoir au bistrot. Vous arrivez à marger, j'ai envie de dire, à le vendre suffisamment cher pour en vivre. Alors on n'en fait pas tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'exception. Il faut tomber le bon jour. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même des clients qui nous disent surtout le jour où vous en faites, vous nous appelez. Mais on en fait 5-6 tournées par an. Et on les vend pour 1, pour 2, pour 3, pour 6. En précommande pour aussi 8. Ça peut. On peut téléphoner. Émile Cotte chez Bacave, vous le vol en revanche, oui. Et même avec un coup de homard, avec les riz de veau. On n'a rien inventé, nous, c'est le vol au vent cardinal. Ouais. Pour rendre hommage au clergé, peut-être. Sans doute, oui, la couleur du homard. Donc c'est le homard et le jus de truffe qui représente le rouge et noir. Ça tombe bien, c'est le club de rugby de la région. De Brive. De Saint-Junien, oui. Ah, Saint-Junien. D'accord. Et c'est tout simplement dans un feuilletage, c'est le poulet aux écrevisses de nos grands-mères, qu'on n'a rien inventé, quoi. Réuni, c'est le terre-mer, version terre-mer, dans un feuilletage. Ouais.
Enfin, le poulet écrevisses un peu sublimé quand même. Quand on remplace l'écrevisse par le homard, ça marche bien d'ailleurs, ce mélange terre-mer. Oui, ça marche très très bien. Et c'est ce qu'on met en avant, et surtout avec les volailles de l'élevage familial. Ah, toujours l'élevage familial. Moi j'aime bien ça, l'idée qu'on retrouve à Boulogne du pays, quoi. C'est important. Moi, c'était une vraie révélation du confinement, en tout cas. Une des révélations du confinement. Émile Cotte, évidemment, quand on se dit Limousin et qu'on le clame, les gens s'attendent à avoir de la belle viande de bœuf aussi. De la viande de bœuf, mais pas que. Du veau sous la mer, de l'agneau de Bellac, du veau d'Obja, du veau de lait d'Obja, tout à fait, Pompadour, Obja. C'est du cul noir de Saint-Thierry-la-Perche, de la maison du Four. Le monsieur, comme on dit en Limousin. Tout à fait, avec un lard, on parlait du lard Colonnata tout à l'heure, qui a pas du tout à rougir par rapport au lard Colonnata, et qui est vraiment exceptionnel. Ouais, qui a un peu plus de viande que le Colonnata, non? Vous avez sur les carrés de cochon, c'est 15-17 cm de gras quand même. Oui, on aime ça. Donc ces cochons-là qui ont disparu complètement dans les années 70 pour le porc industriel, mais on avait besoin de conserver beaucoup dans le gras, et c'était des cochons qui permettaient justement la conservation et récupérer le gras pour différentes préparations. Bien sûr, il en faut du gras pour conserver. Manon, vous êtes moitié corse. Est-ce que vous avez un peu de porc corse de temps en temps, du noustral qui vient sur votre table? Oui, de temps en temps. Après, c'est vrai que on travaille de la viande, mais pas... Comment dire? C'est pas au centre de notre carte. Alors, on a des très beaux produits, notamment les riz de veau, qui sont français, parce que c'est assez rare. Ah oui, c'est important. Et c'est vrai qu'on travaille surtout beaucoup de légumes, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a que 5 plats à la carte tous les soirs. On va dire 2 viandes, 2 poissons et un végétarien, souvent. Ouais. C'est peut-être une concession du bistrot à votre féminité, un peu aussi. Ou juste une sensibilité différente. Peut-être que les hommes sont un peu plus viandards quand même que les femmes. On en a pour tout le monde, mais c'est vrai que en fait la dimension du végétal est une source presque inépuisable par rapport à plein d'autres choses. Et il y a énormément de choix. En fait, on travaille en direct avec beaucoup de maraîchers en fait depuis très longtemps. Moi, je travaille avec ma maraîchère depuis plus de 10 ans maintenant. Ah oui, quand même, ça crée des liens. Voilà, et c'est elle qui me livre tous les jeudis mes légumes. Et en fait, il y a énormément de gens qui me disent à chaque fois, oh là là, la viande était délicieuse, mais les betteraves, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. Et en fait, moi je trouve que c'est presque plus satisfaisant d'avoir un compliment comme ça, dans le sens où évidemment, moi aussi j'adore la viande, et j'en mange un petit peu moins. Mais je trouve que d'avoir cette valorisation des produits de la terre aussi de cette manière, je trouve que c'est vraiment génial, dans le sens où aujourd'hui on est tous obligés de faire attention à la manière dont on s'approvisionne, et en fait, voilà, de valoriser ces produits-là, pour moi, c'est très important. Alors, justement, qu'est-ce que c'est un plat de légumes de bistrot, par exemple? Par exemple, un poireau vinaigrette. Ah oui, ça peut paraître débile. Non, pas loin de là. Mais c'est, pour le coup, voilà. C'est vrai que nous, après, récemment, on l'a un peu orienté, on le fait tiède, on fait une béarnaise au siphon, avec une petite ravigote, du chou rave, rien ne gêne. La lentille aussi, vous travaillez? La lentille, moi j'adore tout ce qui est légumineuse. Je trouve que c'est génial. Lentilles, haricots, quoi. Ouais, les haricots, fèves. Les lentilles, les fèves, les pois cassés, tous ces produits-là, en fait, c'est des produits qui sont extrêmement nourrissants et extrêmement bons. Et on en a plein chez nous. En fait. D'ailleurs, il y a plein de gens qui savent pas que dans le sud de la France, il y a des pois chiches. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Du pois chiche dans le sud? Les pois chiches, c'est une des ressources qu'on a, qui est merveilleuse, et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rendent compte. Tant que vous ne vous servez pas de l'eau de pois chiche pour faire de la mousse au chocolat, moi je vous suis. Émile Cotte, le Limousin que vous êtes, il cuisine de légumes. Bien sûr, et puis c'est mon comptable qui est content qu'on cuisine les légumes. C'est la protéine. C'est plus bénef, quoi. On est obligé de tenir un schéma économique aussi, il faut se le rappeler. Et puis c'est faire magnifier une betterave, une carotte, un poireau, un céleri rave. Qu'est-ce que j'aime ça. Les choux de Bruxelles, j'adore ça. Quand on remplace, je sais pas, qu'on passe d'un tartare de bœuf, qu'on passe de 250 grammes à 120 grammes, mais qu'il y a des pickles d'oignons rouges, de mûres, de betteraves pour compléter, ça nous permet aussi de tenir nos marges et puis de proposer des prix attractifs à nos clients. Pierre-Yves Chupin, c'est de plus en plus présent, cette cuisine végétale dans les bistrots. Ah, bien sûr, et puis elle est essentielle. Elle est indispensable. Et on parlait de la viande, mais il y a
il y a aussi ces jeunes chefs où ils sont formidables, c'est qu'ils récupèrent tout de la viande. Oui, c'est ça. Toutes les parures, c'est ce qui fait après un jus. Et le jus, il sera formidable avec. Il sera maison, quoi. Il sera maison avec le céleri rave, avec le chou, un jus fait avec des parures de viande, c'est formidable, comme avec des arêtes de poisson aussi. Le vrai jus, le vrai fumet. On peut se passer de viande sans problème si on sait cuisiner intelligent. Et il faut le savoir, toute cette jeune génération. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents, ils sont en avance sur nous. Allez, une dernière minute, Manon et Émile. Un dessert, parce que les bistrots, c'est aussi les desserts, c'est aussi à la fois la régression et, je veux dire, le laisser-aller. Hein, tant pis, on va au bistrot, allez, on se lâche, tant pis, la crème caramel, la mousse au chocolat, les tartes, on y va. Qu'est-ce que c'est votre dessert coup de cœur, vous, chez vous, ou signature, Manon ? Alors pour moi, le dessert signature de Bonnotte, je pense que c'est la tatin de coin. Ah ouais, c'est bon les coins. Mais en saison uniquement. Ah bien alors. sûr, j'en ai fait là. Ça y est, là, c'est l'automne. Hein. Avec une glace au laurier. Ah oui, à la feuille de laurier. En fait, je fais infuser de la feuille de laurier dans de la crème et puis je fais de la glace avec ça. Et donc tatin de coin, feuille de laurier avec un sirop coin, vanille et fleur d'oranger. Avec une arlette, parce que moi je trouve que l'arlette, on parlait de feuilletage, je trouve c'est merveilleux. C'est l'équivalent de la langue de chat, mais en feuilletage caramélisé. Et vous, Émile, c'est Gilles Marchal qui fait des arlettes exceptionnelles. Absolument, Gilles Marchal, le roi de la Madeleine, il fait de l'arlette aussi. Émile Cotte, allez, un dessert, 30 secondes. On parlait, des délices de mon enfance. Nous, c'est notre café gourmand où on réunit sur une petite ardoise très régressive, une mousse au chocolat, un œuf neige, un riz au lait, une crème caramel. La fameuse. Personne ne peut passer à travers d'un dessert comme ça. Même quand on n'en veut pas, on est obligé de le prendre. On veut pas passer au travers, on veut aller même carrément plonger la tête à l'intérieur. Merci beaucoup Pierre-Yves d'être venu nous révéler ses talents de cette année. Merci Manon chez Bonnotte. Merci Émile chez Bacave. J'ai pas besoin de vous faire l'article, je sais que vous avez faim, vous êtes en train de saluer chez vous, je vous connais. Sur la radio en plus, faites attention, laissez pas des taches sur la nappe. Allez, je vous laisse, après le journal de 11h, vous retrouverez Alexandre Devecchio en toute vérité. Et nous, on va se faufiler gentiment vers les bistrots ouverts le dimanche. C'est pas la majorité, mais quand on en tient, on le garde bien. À la semaine prochaine et bon dimanche sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.